Ma mère a donné mes affaires personnelles à ma sœur parce qu'elle en avait plus besoin que moi. J'ai retrouvé mes photos affichées sur les réseaux. Je suis une femme de 30 ans. Le jour où j'ai vu mon journal intime d'adolescente posé en arrière-plan dans une story Instagram de ma sœur, avec ma photo d'enfance bien centrée pour faire joli, j'ai senti quelque chose se casser définitivement en moi. J'étais au boulot, en pause, je scrollais machinalement, et d'un coup je suis tombée sur cette story. Je savais que c'était ma chambre d'avant, je reconnaissais le mur, le bureau, la boîte à chaussures que je gardais sous le lit. Je reconnaissais surtout cette couverture bleue avec des petites étoiles, celle de mon journal où j'avais tout écrit pendant des années. Et ma sœur l'utilisait comme simple décor esthétique pour ses contenus. Je m'appelle Claire. Ma sœur s'appelle Julie. On a 3 ans d'écart. Toute notre vie, on m'a fait comprendre que j'étais celle qui devait se débrouiller seule et que Julie était celle qu'il fallait protéger. Notre mère, Anne, a toujours eu ce discours à peine caché. Elle disait souvent que Julie était plus fragile, plus sensible, qu'elle avait besoin d'être entourée. Moi, d'après elle, j'étais forte, indépendante, donc je pouvais encaisser. Ça a l'air joli comme phrase, mais dans la réalité, ça voulait dire que tout ce qui m'appartenait pouvait lui être retiré pour aider ma sœur, y compris ce qui n'aurait jamais dû sortir de ma chambre. J'ai quitté la maison familiale à 26 ans, après une énième dispute avec ma mère. J'avais trouvé un petit appartement, un boulot moyen mais stable, et je voulais enfin respirer. Le jour du déménagement, on avait mis mes affaires dans des cartons. Il y avait du bordel, des choses inutiles, mais aussi des objets très personnels. Mes journaux intimes, des lettres, des photos, des vieux dessins, des carnets où j'avais écrit mes crises d'angoisse, des dossiers médicaux que je n'avais jamais montrés à personne. Je n'avais pas la place de tout emmener d'un coup, alors j'avais demandé à ma mère de garder quelques cartons dans le grenier, le temps que je m'organise mieux. Elle avait accepté en disant que c'était normal, que la maison serait toujours ma maison. Je me souviens encore très bien de la scène. Je lui avais montré la boîte où je mettais mes affaires sensibles. Je lui avais expliqué que c'était des choses personnelles, que personne ne devait y toucher, surtout pas Julie. Je la connaissais. Elle aimait fouiller, lire, critiquer. Ma mère m'avait assuré que la boîte resterait fermée, qu'elle me la rendrait quand je serais prête. Je l'ai cru. J'avais encore assez d'innocence pour ça. Les premiers mois après mon départ, je n'allais plus trop chez ma mère. On s'appelait de temps en temps, mais les discussions finissaient souvent mal. Elle me reprochait de l'avoir abandonnée, avec Julie, de ne pas venir assez, de ne pas faire assez d'efforts. En même temps, elle me faisait sentir que j'avais bien fait de partir, parce qu'elle me lançait toujours qu'au moins l'ambiance était plus calme sans moi, qu'il y avait moins de tension. J'avais l'impression d'être en tort, quoi que je fasse. Julie, de son côté, s'était plongée dans les réseaux sociaux. Elle s'était transformée en créatrice de contenu beauté et lifestyle en quelques mois. Elle postait des vidéos, des stories, des tutos, des photos posées. Ma mère était fascinée. Elle répétait que Julie avait du talent, qu'elle allait réussir, qu'elle avait besoin de soutien. Elle partageait tout, la défendait contre chaque critique, la couvrait comme un bouclier humain. À côté de ça, ma relation avec ma mère continuait de se dégrader. Elle me parlait comme si j'étais égoïste parce que je choisissais ma vie. Elle disait que je pensais qu'à moi, que je laissais Julie se débrouiller seule, alors que Julie était restée à la maison, elle. Elle comparait nos choix sans arrêt. Je sentais une sorte de jalousie inversée, comme si, dans sa tête, Julie était celle qui restait loyale et moi celle qui fuyait. Un jour, lors d'un appel banal, je lui ai parlé de mes cartons. Je lui ai demandé si tout était toujours là, bien rangé dans le grenier. Elle a répondu vaguement qu'elle avait fait du tri récemment, qu'elle ne pouvait pas garder des choses inutiles toute sa vie, que la maison n'était pas un entrepôt. J'ai senti mon ventre se serrer. Je lui ai rappelé la boîte bleue avec mon journal et mes affaires personnelles. Sa voix avait changé. Elle s'était crispée. Elle avait lâché qu'elle ne se souvenait plus de tout, qu'il fallait que je me calme, que ce n'était pas un drame si elle avait jeté 2 ou 3 cahiers. Je n'ai pas insisté ce jour-là, parce que je sentais que si je continuais, on allait finir par s'insulter. Mais cette phrase m'est restée en tête. Je me rassurais en me disant qu'elle exagérait, qu'elle faisait juste sa victime comme d'habitude, qu'elle n'aurait pas pu jeter des choses aussi personnelles. En même temps, je connaissais très bien sa manière de minimiser les dégâts quand elle faisait une connerie.
Plus elle disait que ce n'était pas grave, plus ça l'était. Puis il y a eu cette story. J'étais au travail, dans la salle de pause. Je scrollais sur le compte de Julie, plus par réflexe que par intérêt. Elle postait ce fameux room tour censé montrer la nouvelle déco de sa chambre. Elle montrait son bureau, son coin maquillage, sa penderie. Et d'un coup, je l'ai vue. La boîte. Ma boîte. Posée à côté de quelques bougies, comme un élément de décor. Et sur le bureau, ouvert en éventail, des tas de papiers et de photos. Je me suis penchée sur l'écran. J'ai mis pause. J'ai zoomé. C'était mon écriture sur la couverture bleue. Ces petites étoiles, ce petit autocollant que j'avais collé à 15 ans. C'était mon journal. Et les photos, c'étaient des photos de moi adolescente. Moi avec des kilos en plus, un appareil dentaire, des fringues moches, des boutons. Et surtout, parmi ces papiers, je reconnaissais une feuille avec des phrases que j'avais écrites après une grosse crise d'angoisse, où je parlais de mon envie de disparaître, de ma sensation d'être toujours de trop. Julie avait tout transformé en décor pour faire un avant-après hyper stylé. Je me suis sentie nue. C'était comme si quelqu'un avait ouvert mon crâne en direct devant des inconnus. Elle ne montrait pas tout en détail, mais on voyait largement assez pour reconnaître que c'était personnel. Et moi, je savais exactement ce qui était là. Il y avait des choses que je n'avais jamais dites à personne, même pas à ma meilleure amie. Et tout ça se retrouvait là, dans une vidéo publique, mise en scène comme un simple accessoire. Je n'ai pas réagi tout de suite. J'étais figée. Une collègue m'a demandé si ça allait, parce que j'avais blêmi. Je lui ai répondu vaguement que j'avais mal au ventre. En réalité, je sentais une colère monter comme je ne l'avais jamais ressentie. Contre Julie, bien sûr. Mais surtout contre ma mère. Parce qu'elle seule pouvait l'avoir donné tout ça. Le soir, en rentrant, j'ai ouvert les autres contenus de Julie. Je n'avais jamais fouillé ses réseaux aussi profondément. Plus je descendais, plus je découvrais des morceaux de ma vie exposés. Un vieux dessin que j'avais fait à 12 ans, recyclé en inspiration artistique. Une photo de moi à l'hôpital, floutée sur mon visage mais reconnaissable pour ceux qui me connaissent, utilisée dans un montage pour parler de résilience. Une capture partielle d'une lettre que j'avais écrite à ma mère, où je lui parlais de ma peur qu'elle ne m'aime pas, utilisée comme fond pour une vidéo où Julie expliquait qu'il fallait laisser partir les mauvaises ondes. Tout ce que ma mère m'avait promis de garder pour moi avait été retourné, vidé de son sens, réutilisé au service de l'image de Julie. Et le pire, c'était de voir ma mère dans les commentaires. Elle écrivait à quel point elle était fière de sa fille, qu'elle avait un talent fou pour transformer la douleur en art, qu'elle avait toujours su que Julie ferait quelque chose de grand avec sa sensibilité. Elle ajoutait que certaines personnes de la famille ne comprenaient pas la démarche, qu'elles étaient jalouses, mais qu'il fallait les laisser parler. Je me suis sentie visée en plein cœur. Ma mère savait que c'était mes affaires. Elle savait d'où venaient ces photos, ces textes, ces souvenirs. Et elle préférait applaudir publiquement Julie plutôt que de se demander si elle n'était pas en train d'exposer mon intimité à des inconnus. Ce soir-là, j'ai essayé d'appeler ma mère. Elle ne répondait pas. Au bout du 3e appel, elle a laissé redescendre, puis elle m'a rappelé 2 heures plus tard, comme si de rien n'était. Quand je lui ai demandé calmement ce que mes affaires faisaient dans la chambre de Julie et sur Instagram, elle a immédiatement pris un ton défensif. Elle a répondu qu'elle n'avait rien donné de grave, qu'il s'agissait juste de quelques vieux papiers, que je dramatisais. Elle a ajouté que Julie avait besoin de matériel pour créer, qu'elle essayait de s'en sortir, qu'elle bossait dur sur ses contenus, et que, selon elle, mes affaires étaient mieux utilisées chez Julie que enfermées dans un carton qui prenait la poussière. J'avais l'impression de parler à un mur. Je lui ai rappelé mes demandes, la boîte, la promesse. Elle a rétorqué que je ne pouvais pas reprocher à une mère de vouloir aider sa fille qui vit encore chez elle. Elle insinuait que, puisque j'étais partie, je n'avais plus mon mot à dire. Elle a glissé que j'avais abandonné ma chambre et que Julie avait besoin de place. Elle disait que c'était logique de récupérer ce dont moi je ne me servais plus. Plus elle parlait, plus ma colère se transformait en dégoût. Elle ne voyait pas la violation. Elle la justifiait. Elle trouvait ça normal, presque noble. Elle présentait ça comme un sacrifice évident, ma vie privée contre les débuts de carrière de ma sœur. Je n'ai pas réussi à dormir cette nuit-là.
Les vidéos tournaient dans ma tête. Je me revoyais, adolescente, en train d'écrire dans ce journal pour ne pas exploser. Je m'entendais pleurer en silence dans ma chambre en me disant que, au moins, personne ne lisait. Et là, des années après, mes phrases, même floues, finissaient en décor sur un réseau social. Le lendemain, j'ai décidé d'aller à la maison sans prévenir. J'avais besoin de voir de mes yeux ce qu'il restait de mes affaires. Quand j'ai ouvert la porte, ma mère a été surprise. Elle a immédiatement pris un ton froid. Elle m'a demandé ce que je faisais là sans l'avoir averti. Je lui ai répondu que je venais récupérer ce qui pouvait encore l'être. Je suis montée directement dans ce qui avait été ma chambre. C'était devenu un mix entre une chambre d'ado et un studio de tournage. Ring light, trépied, maquillage partout, fond blanc accroché au mur. Mes posters avaient disparu. À la place, des étagères remplies de livres et d'objets choisis pour faire joli. Et sur le bureau, bien en évidence, la fameuse boîte bleue ouverte. À côté, une partie de mes journaux, empilés comme des accessoires. Quand j'ai vu ça, j'ai senti mes jambes trembler. Je me suis approchée. J'ai pris un cahier au hasard. C'était celui où j'avais écrit le jour où mon ex m'avait trompée. J'y avais décrit chaque détail, chaque pensée, chaque larme. Mes phrases étaient là, à quelques centimètres du ring light, prêtes à être utilisées comme élément de décor pour le prochain storytime de Julie. Julie est entrée au même moment. Elle a eu un sursaut en me voyant avec le cahier dans la main. Elle a pris un air exaspéré. Elle a dit que je me comportais comme une parano, que je dramatisais tout, que je devrais être fière qu'elle donne une seconde vie à des choses que j'avais laissées derrière moi. Elle m'a expliqué qu'elle utilisait ces objets pour illustrer des émotions, qu'elle ne disait pas que c'était mon histoire, que personne ne me reconnaissait, sauf si je le cherchais. Ce qui m'a achevé, c'est quand elle a lâché que ma mère lui avait dit qu'elle pouvait se servir, que tout ce qui appartenait à une fille qui avait décidé de partir n'avait plus vraiment de place dans la maison. Elle avait ajouté que, d'après ma mère, Julie en avait plus besoin que moi j'avais déjà ma vie, mon appart, mon indépendance, alors qu'elle essayait encore de se lancer. J'ai eu le souffle coupé. Ce n'était plus juste une erreur. C'était une logique. Ma mère avait vraiment décidé que mes affaires étaient une ressource à redistribuer à l'enfant qui restait. Et Julie avait pris tout ça comme un droit. L'ambiance est devenue électrique. Ma mère est montée en entendant nos voix. Elle a pris immédiatement la défense de Julie. Elle a reproché mon ton, ma violence, ma manière d'entrer dans la chambre comme une voleuse. Elle a dit que Julie se battait pour construire quelque chose, que moi je venais juste pour casser. Elle a insisté sur le fait qu'elle avait seulement voulu aider la petite, qu'elle n'avait jamais imaginé que je réagirais comme ça pour quelques vieux cahiers. À ce moment-là, je me suis sentie étrangère dans ma propre famille. Ma douleur n'avait aucune valeur. La seule chose qui comptait, c'était la réussite potentielle de Julie sur les réseaux. J'ai compris que, dans la tête de ma mère, ma vie privée, mes traumas, mes souvenirs n'étaient pas intouchables. C'étaient des matériaux disponibles. J'ai pris la boîte, j'ai ramassé ce que je pouvais, mais je voyais bien qu'une partie de mes affaires avait disparu. Certaines lettres, certaines photos, certains documents n'étaient plus là. Quand je demandais où ils étaient, ma mère répondait qu'elle ne savait plus, que Julie avait dû jeter ce qui ne servait pas, que ce n'était pas grave, qu'il fallait que j'arrête de m'accrocher au passé. Julie ajoutait que tout ça l'avait inspirée, qu'elle avait déjà utilisé certaines choses pour des contenus qui avaient bien marché. En rentrant chez moi avec cette boîte à moitié vide, j'ai senti une autre forme de peur monter. Je n'avais récupéré qu'une partie. Je ne savais pas ce que Julie avait déjà filmé, scanné, photographié. Je ne savais pas ce qui circulait déjà sur les réseaux ou ce qui allait y apparaître bientôt. Le soir même, j'ai encore fouillé son compte. C'est là que j'ai découvert le pire. Elle avait un second compte, plus authentique, réservé à un public un peu différent, où elle racontait des histoires plus intimes, des sortes de confessions. Dans une vidéo, elle parlait d'une proche qui avait toujours fait semblant d'être forte, mais qui, en réalité, était fragile, jalouse, instable. Pour illustrer son propos, elle avait mis en arrière-plan des extraits floutés de mes lettres, où on devinait clairement les phrases sur ma peur d'être abandonnée, sur mes crises d'angoisse. Elle avait ajouté une bande-son dramatique, des effets visuels. Les commentaires se remplissaient de gens qui la félicitaient de partager des histoires vraies.
Certains insultaient la proche anonyme, la traitant de toxique, d'ingrate, de mauvaise sœur. Je lisais ces commentaires avec la sensation d'être enfermée dans une cage de verre. Elle ne disait pas mon prénom, mais pour ceux qui nous connaissaient, c'était évident. Des collègues de lycée suivaient déjà son compte. Des voisins. Des membres de la famille. Ils voyaient tout ça, ils commentaient, ils prenaient parti dans une histoire dont ils ne connaissaient même pas les bases. Quand je suis tombée sur une vidéo où on voyait clairement une de mes photos d'hôpital, celle où j'avais des perfusions, utilisées pour illustrer le parcours difficile de cette fameuse proche qui ferait toujours la victime, j'ai compris que la situation m'échappait complètement. Ma maladie, mes moments les plus vulnérables, mes textes les plus personnels étaient maintenant intégrés dans le storytelling de Julie, validé par ma mère, applaudi par des inconnus. Ce soir-là, j'ai fermé l'application, j'ai posé mon téléphone, et je me suis dit que, cette fois, on avait franchi une ligne qui ne serait jamais effacée. Ma mère avait donné mes affaires personnelles à ma sœur parce qu'elle considérait qu'elle en avait plus besoin que moi. Ma sœur les utilisait pour exister sur les réseaux. Et moi, j'étais là, à regarder ma propre intimité transformée en contenu. Je me sentais humiliée, volée, trahie par les deux. Je pensais que le plus dur, c'était ça. En réalité, la suite a été encore plus violente. Parce qu'à partir du moment où j'ai décidé de ne plus laisser passer, toute la famille s'est retournée contre moi, comme si j'étais le problème. Après cette découverte, je savais que laisser la situation telle qu'elle revenait à accepter que ma vie entière devienne un terrain de jeu public. J'ai passé la nuit à ressasser tout ça, à me dire que si je ne faisais rien, Julie allait continuer. Ma mère allait la soutenir. Et moi, j'allais juste disparaître derrière l'étiquette de la sœur jalouse qui ne comprend rien au nouveau monde. Le lendemain matin, j'ai pris une décision que je n'aurais jamais imaginé prendre contre ma propre famille. J'ai contacté une amie juriste, Sophie. Je lui ai expliqué la situation, les vidéos, les photos, les journaux, le fait que ma mère avait donné mes affaires sans mon consentement. Elle m'a répondu que ce n'était pas juste immoral. C'était potentiellement illégal. Elle m'a dit que j'avais des droits sur mon image, sur mes écrits, que je pouvais demander la suppression des contenus, si besoin, aller plus loin. Rien que cette phrase m'a secouée. J'avais tellement intégré que, dans cette famille, ce que je ressentais ne comptait pas, que j'en avais presque oublié que, en dehors d'eux, il existait des règles pour me protéger. Pour une fois, je n'étais pas obligée de tout encaisser. Sophie m'a conseillé de commencer par faire des captures de tout. J'ai passé une bonne partie de la journée à tout enregistrer. Stories, vidéos, légendes, commentaires, preuve que c'était bien mes affaires, mon visage, mes textes. Je ressentais un mélange d'horreur et de soulagement à chaque capture. Horrifiée de voir à quel point Julie était allée loin. Soulagée de me dire que je ne devenais pas folle, que tout était là, concret. Ensuite, j'ai envoyé un premier message à Julie, pas en sœur, mais en personne qui pose des limites. Je lui ai expliqué que je demandais officiellement la suppression immédiate de toutes les images, textes, lettres, journaux, photos où apparaissaient mes affaires ou mon histoire, même floutées. Je lui ai précisé que, à partir de maintenant, toute utilisation de mon image ou de mes écrits sans mon consentement serait traitée comme une violation de mes droits. Je lui ai annoncé que, si elle refusait, je me tournerais vers les plateformes et, si besoin, vers la justice. Sa réponse est arrivée rapidement. Elle a pris un ton outré. Elle a dit qu'elle ne comprenait pas comment je pouvais lui faire ça, alors qu'elle essayait juste de s'en sortir. Elle a ajouté que je lui ruinais ses projets pour quelques vieux souvenirs que je avais abandonnés. Elle a insisté sur le fait qu'elle ne citait pas mon prénom, qu'elle floutait, que c'était donc assez anonyme. Elle a conclu en disant que ma mère et elle trouvaient ma réaction disproportionnée. J'ai compris que le dialogue ne servirait plus à rien. J'ai signalé plusieurs vidéos aux plateformes. J'ai expliqué que ces contenus utilisaient mon image et mes écrits sans mon autorisation. J'ai envoyé certains éléments au service juridique, comme Sophie me l'avait conseillé. Quelques contenus ont été retirés assez rapidement. D'autres sont restés. Julie a commencé à parler vaguement d'une personne toxique qui essayait de la censurer. Elle ne me nommait pas, mais ce n'était même plus utile. Le message passait. Oui, j'ai lu ses sous-entendus. Elle disait qu'une personne de sa famille ne supportait pas son succès, qu'elle cherchait à la faire tomber, qu'elle utilisait des moyens lourds.
Elle laissait ses abonnés la soutenir, insulter cette personne invisible. Certains la félicitaient de continuer malgré les attaques. Ma mère, évidemment, commentait en expliquant que Julie avait toujours été victime de jalousie, que certaines personnes n'aimaient pas la voir s'épanouir. De mon côté, j'avais l'impression de me battre sur deux fronts. Le front légal, froid, avec des mais, des formulaires, des captures. Et le front émotionnel, brûlant, où je me prenais en pleine tête l'image de la sœur manipulatrice que Julie construisait sur Internet. Je savais que, pour ceux qui ne connaissent que sa version, j'étais déjà la méchante de l'histoire. Ma mère a fini par m'appeler. Elle était furieuse. Elle m'a dit qu'elle venait d'apprendre que certains contenus de Julie avaient été supprimés, que c'était de ma faute, que j'avais décidé d'attaquer ma propre sœur au lieu de parler en famille. Elle m'a accusée de vouloir détruire la carrière de Julie, de l'envoyer en dépression, de lui faire vivre une humiliation publique. Elle ne m'a pas demandé une seule fois comment je me sentais, moi, en voyant ma vie servir de décor. Elle m'a dit clairement qu'elle avait donné mes affaires à Julie parce qu'elle considérait qu'en partant de la maison, j'avais tourné la page, alors que Julie, elle, en avait besoin. Elle a répété que, selon elle, ses journaux et ses photos étaient des choses que je aurais de toute façon laissé dormir pour toujours, alors que Julie pouvait en faire quelque chose de beau et utile. Elle présentait ça comme un geste de bonne gestion, presque comme du recyclage. J'avais en face de moi une mère qui ne comprenait même plus la notion de limite. Elle semblait convaincue d'avoir fait un choix logique. Dans sa tête, j'étais indépendante, donc je devais me débrouiller même avec ma douleur. Julie était fragile, donc tout devait être tourné vers elle, même ce qui ne lui appartenait pas. La situation s'est propagée dans la famille. Certains cousins ont commencé à m'écrire pour me dire qu'ils trouvaient que je faisais un peu fort en menaçant de justice ma propre sœur. Ils répétaient qu'elle avait du talent, qu'elle parlait des émotions de façon touchante, qu'ils ne voyaient pas où était le mal. D'autres, au contraire, m'envoyaient en privé des messages pour dire qu'ils trouvaient ça grave, qu'ils n'osaient pas le dire ouvertement, parce que ma mère et Julie avaient une forte influence sur le reste de la famille. Je voyais très bien le schéma se répéter. Ma mère contrôlait le récit à la maison. Julie le contrôlait en ligne. Moi, j'étais coincée au milieu, avec juste ma version, mes preuves, et un système qui était lent à agir. À force de signalements, plusieurs vidéos ont été supprimées. Certaines plateformes ont reconnu que, même floutées, les images pouvaient porter atteinte à ma vie privée. Julie a perdu quelques contenus qui avaient beaucoup de vues. Elle l'a vécu comme une attaque directe. Elle a commencé à me bombarder de messages accusateurs. Elle me reprochait de lui voler son travail, de la prendre pour une voleuse, de la rabaisser. Elle disait que je aurais pu lui demander gentiment, qu'elle aurait pu adapter, qu'il n'y avait pas besoin de dramatiser. Pendant ce temps, moi, je retournais chaque soir dans mon petit appartement, avec ma boîte bleue à moitié remplie, et je confrontais ce vide. Les pages arrachées, les photos manquantes, les lettres introuvables. Je sentais que, quoi que je fasse, je ne récupérerais jamais tout. Certaines choses avaient déjà été lues, utilisées, commentées, partagées, même si elles avaient été ensuite supprimées. Un jour, j'ai reçu un mail d'un avocat. Ma mère et Julie avaient décidé de consulter quelqu'un de leur côté. Apparemment, elles se sentaient harcelées par mes démarches. Elles parlaient de diffamation, de persécution. Elles prétendaient que je nuisais à leur réputation en racontant ma version aux proches. Le mail était mal construit, plein d'exagérations, mais symboliquement, ça disait tout. Elles préféraient se présenter comme victimes plutôt que de se remettre en question. Je me suis retrouvée dans cette situation absurde où ma propre famille menaçait de m'attaquer légalement parce que je voulais protéger ma vie privée. À ce moment-là, une partie de moi a eu envie de tout laisser tomber. Je me disais que ça ne valait peut-être pas la peine, que je n'avais pas l'énergie pour une guerre longue. Mais chaque fois que je repensais à mes phrases intimes affichées derrière un filtre lumineux, quelque chose en moi refusait de lâcher. Sophie m'a aidé à formaliser une réponse. Un courrier clair, ferme, où on rappelait les faits, les preuves, les vidéos, les captures. On y expliquait que j'avais simplement exercé mon droit légitime à la protection de ma vie privée et de mon image, que ce n'était pas une affaire de jalousie, mais de respect. On y ajoutait que, si elle persistait dans cette voie, je serais prête à déposer officiellement plainte pour violation de ma vie privée et utilisation non autorisée de mon image et de mes écrits. Cette lettre a marqué un tournant. Ma mère a cessé de me harceler par téléphone.
Julie a ralenti la cadence sur les contenus où on reconnaissait ma vie. Elle a commencé à se tourner vers d'autres sujets, d'autres histoires. Elle a trouvé d'autres personnes à exposer, plus floues, plus lointaines. Son compte a continué de vivre, mais avec un angle légèrement différent. Elle avait senti qu'il y avait une limite. Par contre, sur le plan familial, tout s'est effondré. Ma mère a décidé ouvertement que j'étais l'ennemi. Elle a expliqué à tout le monde que j'avais planté un couteau dans le dos de ma sœur, que je préférais les lois et les menaces à la discussion, que j'avais détruit la confiance. Elle a répété que Julie n'avait jamais voulu me faire de mal, qu'elle avait simplement utilisé des éléments inspirants, qu'elle n'avait jamais dit mon nom, et que j'avais tout transformé en drame. Je me suis retrouvée exclue des repas, des anniversaires, des réunions. On ne m'invitait plus, ou alors on m'envoyait un message au dernier moment pour me dire que ce n'était pas le bon moment. On me faisait sentir que, tant que je n'aurais pas présenté d'excuses à Julie, tant que je ne reconnaîtrais pas que j'avais exagéré, ma place serait vide. Pendant un moment, ça m'a brisée. Je suis passée par une phase où je me demandais si tout ça valait vraiment la peine. Si j'aurais dû fermer les yeux, laisser mes journaux dormir dans sa chambre, accepter qu'ils deviennent des accessoires, me dire que, au fond, personne ne m'identifierait vraiment. Mais je me connaissais. Je savais que si je faisais ça, je ne me regarderais plus en face. J'avais passé toute ma jeunesse à me faire marcher dessus, à entendre que j'étais trop sensible, que je exagérais, que je devais être forte. Là, justement, être forte, c'était accepter de ne plus me laisser piller. Avec le temps, la tempête s'est un peu calmée. Les vidéos où apparaissaient mes affaires ont disparu soit grâce au signalement, soit parce que Julie a compris que ça lui apportait plus de problèmes que de vues. Ma boîte bleue reste chez moi maintenant. Je l'ai rangée dans un placard. Je la sors rarement, mais quand je la vois, je repense au jour où j'ai découvert son contenu dans une story. Ma relation avec ma mère est restée coupée. Elle m'a envoyé quelques messages secs pour des formalités, mais rien d'affectif. Elle n'a jamais reconnu avoir franchi une limite. Elle a continué à répéter qu'elle avait fait ce qu'une mère devait faire pour l'enfant qui restait à la maison. Dans sa tête, j'avais choisi ma vie. Julie, elle, avait choisi la famille. Alors tout devait aller vers elle. Même ce qui ne lui appartenait pas. Avec Julie, c'est plus compliqué. Elle m'a bloqué de ses réseaux, évidemment. Mais de temps en temps, quelqu'un m'envoie encore une capture de ce qu'elle publie. Je vois qu'elle continue ses contenus, qu'elle parle de trauma, de relations toxiques, de personnes qui l'ont trahi. Je sais très bien de qui elle parle sans le dire. Mais maintenant, ça ne me touche plus de la même façon. J'ai mis une barrière mentale. Je me répète que sa version ne m'appartient pas. La famille, elle, reste divisée. Certains ne comprennent toujours pas pourquoi j'ai attaqué ma propre sœur. D'autres, silencieusement, me disent qu'ils auraient fait pareil si on utilisait leurs journaux intimes pour faire des vues. Ce n'est pas un happy end, ce n'est pas une réconciliation générale. C'est juste la réalité. Un jour, une cousine m'a confié qu'elle avait utilisé mon histoire pour parler à sa propre mère. Elle lui avait dit qu'elle ne voulait pas que ses affaires personnelles finissent un jour dans les mains de quelqu'un d'autre, même dans la famille. Elle avait pris ma situation comme un exemple de ce qu'il ne fallait pas faire. Ça m'a fait bizarre. J'étais devenue une sorte d'avertissement vivant. Aujourd'hui, j'avance avec ça sur le dos. J'ai récupéré ce que je pouvais. J'ai perdu beaucoup. Je ne fais plus partie des réunions de famille. Je ne vois plus ma mère comme une personne à qui je peux confier quoi que ce soit. Je considère Julie comme une étrangère qui, à un moment, a décidé que ma douleur était une décoration utile. Parfois, je repense à la phrase de ma mère. Quand je l'ai confrontée la première fois, elle m'avait dit qu'elle avait donné mes affaires à Julie parce qu'elle en avait plus besoin que moi. Elle pensait peut-être parler de cahiers, de photos, de feuilles. Elle ne réalisait pas qu'en réalité, ce qu'elle lui avait donné, c'était mon intimité, mon histoire, mes failles, tout ce que j'avais mis des années à oser écrire. Ma mère a donné mes affaires personnelles à ma sœur en se persuadant qu'elle faisait un choix logique et utile. Ma sœur a transformé ses affaires en contenu pour gagner de l'attention. Moi, j'ai retrouvé mes photos affichées sur les réseaux, mes mots tournés en décor dans des vidéos, mes crises recyclées en cliffhangers. J'ai perdu une famille pour récupérer mon droit à exister en dehors de leur récit. Ce n'est pas une victoire.
Ce n'est pas une belle morale. C'est juste la ligne que j'ai décidé de tracer. Je préfère être la fille ingrate dans leurs discussions plutôt que le personnage secondaire de leurs histoires publiques, construit à partir de ce que je n'ai jamais accepté de partager. Pour des histoires encore plus captivantes, essayez Audible gratuitement pendant 1 mois. Lien en description.